Ma main disparaissait dans l'ombre, comme avalée par quelque chose de plus grand que moi. Ce n'est pas moi à qui c'est arrivé, mais à ma mère, mon frère et mon père. Dans notre ancienne maison, des choses étranges se passaient. Ce n'était jamais rien de vraiment grave, mais des balles roulaient toutes seules sans qu'on les ait lancées, la bouilloire s'allumait toute seule, et les portes se verrouillaient de l'intérieur et de l'extérieur à chaque fois que mon frère était dans la pièce. Ma mère s'intéresse pas mal au surnaturel, alors elle a demandé aux voisins si quelque chose s'était passé dans la maison auparavant, et il s'est avéré que la propriétaire avant l'ancien propriétaire était une mère célibataire appelée Jeanne, dont le fils unique était parti se battre pendant la Seconde Guerre mondiale et était mort sur les plages de Dunkerque. Ma mère a pensé que ces phénomènes étaient liés à cette femme et à son fils mort, surtout les portes qui se verrouillaient quand mon frère était à l'intérieur. Alors elle s'est assise et a dit quelque chose comme « Jeanne, je sais ce qui est arrivé à ton fils, et je suis désolée. Tu peux veiller sur le mien, mais s'il te plaît, arrête de nous faire peur et ne fais de mal à aucun d'entre nous. » Et en moins de 24 heures, toutes ces choses bizarres se sont arrêtées, sauf que le portail de devant se fermait à clé quand quelqu'un quittait la maison, et se déverrouillait quand il rentrait. Ça s'est passé dans ma chambre, quand je vivais encore chez mes parents. Ils étaient séparés, mais continuaient à vivre sous le même toit dans une ambiance très tendue, et le mur de ma chambre était aussi celui de la chambre de mon père. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut vers 2 heures du matin. Il y avait beaucoup de vent dehors, je l'entendais hurler dans la rue. Avec ce vent est venu un sentiment d'angoisse écrasant, j'avais l'impression que quelque chose de terrible fonçait droit sur notre maison. Je me suis accroché à mes couvertures et j'ai retenu mon souffle. Puis, dans un coin de ma chambre, là où le mur était commun avec celui de mon père, j'ai vu apparaître un visage. C'était comme un hologramme, je voyais le meuble à travers. C'était un immense visage démoniaque, avec une forme d'espèce de triangle inversé. Il a plissé les yeux vers moi et a ouvert la mâchoire de façon impossible, dans un rictus de haine. J'ai paniqué à mort, je l'ai fixé un moment, puis j'ai fermé les yeux très fort et j'ai commencé à respirer profondément, en imaginant une lumière blanche autour de moi et en pensant « ignore-le, ignore-le ». Après ce qui m'a paru une éternité, j'ai senti comme un poids qui se soulevait de la pièce. J'ai osé jeter un coup d'œil depuis sous ma couverture, il n'était plus là. Le lendemain, j'ai dit à ma mère qu'il s'était passé un truc flippant dans ma chambre et que je ne voulais plus y dormir. Elle m'a répondu « D'accord, tu peux dormir dans le bureau où je dors, et moi je dormirai dans ta chambre. » On a donc échangé nos chambres pour la nuit. Le matin suivant, en marchant avec moi pour m'emmener à l'école, elle est restée silencieuse un moment, puis elle m'a dit « Tu sais, j'ai vu quelque chose de vraiment étrange dans ta chambre la nuit dernière. » Et elle a commencé à me décrire exactement le même visage que j'avais vu. Après ça, elle a décidé de dormir dans une autre chambre en bas, et quand mon père est enfin parti, elle a pris la grande chambre à l'étage, mais moi je suis resté avec une chambre en bas. On n'a plus jamais utilisé ma vieille chambre comme chambre, et ma mère a vendu la maison, la semaine dernière. Et tout ça, c'était en 2007. J'avais 18 ans. Un soir, je suis sorti dans le salon dans l'obscurité pour aller chercher quelque chose, la seule lumière venant d'une lueur douce dans la cuisine. Maintenant, la façon dont le salon était aménagé, il y avait un seul canapé bien visible depuis l'entrée, et l'interrupteur était un peu plus loin. Donc, à mi-chemin dans la pièce, je remarque sur ce canapé le contour flou et vaporeux d'un petit chien blanc qui me fixait droit dans les yeux. Il était complètement, étrangement immobile, simplement en train de fixer devant lui. Le seul petit chien blanc qu'on possède était dans ma chambre, et j'étais d'ailleurs passé devant elle juste quelques instants plus tôt, donc ce n'était pas elle. En plus, ça n'avait pas l'air solide non plus, plutôt comme un dessin étrange tracé à la craie estompée, mais ça ressemblait exactement à un petit chien. J'ai fait direct non et j'ai fait demi-tour pour sortir. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai pris mon petit chien blanc, pour me protéger, qui dormait toujours par terre, puis je suis allé dans la chambre de ma sœur et je l'ai convaincue de venir avec moi dans le salon. Donc nous voilà tous les deux, à mi-chemin dans le salon,
face au contour flou et vaporeux de ce petit chien blanc, qui nous fixait droit devant lui sans bouger d'un poil. Après quelques secondes, elle trouve le courage d'avancer un peu pour atteindre l'interrupteur et l'allumer. C'était un putain de sac plastique. Une histoire que mes parents m'ont racontée et qui me concerne, mais j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Entre 4 et 6 ans, je parlais toujours tout seul quand j'étais dans la cuisine. Mes parents me demandaient à qui je parlais, et je leur répondais, à un petit garçon. Ça a duré plusieurs années. Un soir, mes parents rentraient d'une soirée chez des amis, il faisait nuit, et au moment de tourner dans l'allée de la maison, ma mère a pilé net, elle avait vu un petit garçon sortir en courant de la maison et traverser la route juste devant la voiture. Mais non seulement ça, mais en même temps elle avait eu comme un flash de plein jour, comme un vieux film projeté devant ses yeux. Et là, mon père s'est tourné vers elle et a dit « Tu as vu ça ?» et il lui a raconté qu'il avait vu exactement la même chose. Pour préciser, aucun des deux n'avait fumé quoi que ce soit. Après ça, je n'ai plus jamais parlé au petit garçon. Il y a quelques semaines, j'ai maintenant 22 ans, une voisine d'en face est passée emprunter du sucre. Ma mère l'a invitée à prendre un thé, on est en Angleterre après tout, et elles ont commencé à discuter. La voisine vit dans la rue depuis 45 ans. Elles ont parlé des nouveaux aménagements prévus sur la route, ma mère disant que c'était bien, même si en 20 ans dans cette maison il n'y avait jamais eu d'accident. La voisine a alors expliqué que quelques années avant qu'on emménage, un petit garçon d'environ 6 ans, qui vivait dans notre maison, avait entendu le marchand de glace passer, et avait couru hors de la maison, à travers le portail, directement sur la route pour aller chercher une glace, et s'était fait renverser par une voiture venant de l'autre sens, exactement à l'endroit où, 16 ans plus tôt, mes deux parents avaient vu cette scène se rejouer, dans ce flash de plein jour en pleine nuit. Le truc le plus flippant de ma vie. Des visions synchronisées de mes deux parents, tous les deux décrivant une scène qui s'était vraiment passée dans la rue. Et moi qui n'ai plus jamais reparlé à mon ami imaginaire après ça. J'ai des frissons à chaque fois que je retourne dans cette maison maintenant. C'est arrivé il y a quelques années, quand je vivais avec un colocataire dans une maison mobile. J'étais seul chez moi, assis dans le fauteuil inclinable, en train d'écouter de la musique très doucement, les lumières éteintes et les stores ouverts. Il y avait une pleine lune brillante qui baignait l'endroit d'une lumière douce, suffisante pour se déplacer sans allumer de lampe. Pendant que j'étais là, d'un coup, j'ai entendu ce qui ressemblait au bruit de la porte de la chambre de mon colocataire qui s'ouvrait, et j'ai senti la pression de l'air changer dans la pièce, immédiatement suivie par le sol qui donnait l'impression que quelqu'un marchait dessus. Ce n'était pas vraiment des bruits de pas, mais plutôt le sol qui craquait, comme s'il bougeait sous un poids. Les pas se sont dirigés droit vers moi et se sont arrêtés là, juste au-dessus de mon épaule droite, avec cette sensation très claire de présence. J'ai eu des frissons sur tout le corps, la chair de poule, et j'étais trop terrifié pour me tourner et regarder. J'ai dit calmement à voix haute, « Qu'est-ce qu'il y a ? T'as besoin de quelque chose ?» Après quelques secondes à appeler, cette sensation de présence s'est dissipée. Je me suis levé, j'ai allumé les lumières, j'ai vérifié toutes les portes et les fenêtres pour être sûr qu'elles étaient bien fermées et verrouillées, et j'ai aussi vérifié la porte de la chambre de mon colocataire. Elle était bien fermée, personne à l'intérieur, fenêtre fermée et verrouillée aussi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais je me souviens m'être finalement endormi avec toutes les lumières allumées. Je n'ai plus jamais vécu quelque chose de pareil depuis. J'ai fait un rêve récurrent où j'étais victime d'un accident de voiture et je mourais. Ça arrivait si souvent que j'ai fini par taper les événements exacts sur mon ordinateur, pour que, si je mourais de cette façon, quelqu'un ait la preuve que je l'avais vu venir. Quel genre d'arbre j'avais percuté, quels os j'avais cassés, comment j'étais mort et comment j'avais ressenti ma propre mort. J'ai refusé de prendre la route où ça s'était passé, je n'avais pas d'endroit précis mais je savais juste que c'était, près de chez moi, pendant plusieurs mois et j'ai toujours pensé que c'était comme ça que j'allais mourir. Un an plus tard, mon cousin est mort exactement de cette façon. Même genre d'arbre, mêmes os cassés, petite ville, tout le monde sait tout ce qui se passe, c'était près de chez lui.
Lui et moi avons été élevés comme frères et sœurs, et quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a complètement terrifié. Ce qui me trouble le plus, c'est que dans mon rêve j'entendais dire à ma mère que j'étais mort sur le coup, mais je savais que ce n'était pas vrai, j'avais senti ma propre mort. Alors quand ils nous ont dit qu'il était mort sur le coup, j'ai craqué. Quand j'étais en première année de lycée, j'étais souvent hospitalisé à cause d'un problème de santé que j'ai depuis toujours. C'était particulièrement difficile à cette période, parce que j'étais en pleine puberté et que mon corps grandissait vite, ce qui aggravait mes problèmes. J'ai développé un kyste à la hanche, juste à côté d'un faisceau nerveux. Les médecins ont suggéré une sclérothérapie pour éliminer le kyste et mettre fin à la douleur. Le seul problème, c'est que si quelque chose se passait mal pendant l'intervention, ma jambe risquait d'être paralysée. On a réfléchi et on a décidé de tenter l'opération. Mais le jour prévu, des choses étranges ont commencé à arriver. Ce matin-là, une secrétaire a appelé ma mère pour dire qu'on devait reporter, parce que le chirurgien était trop malade pour venir. C'était la première fois de toute sa carrière qu'il était malade à ce point. Alors on a reprogrammé l'opération. Quelques semaines plus tard, le jour est enfin arrivé, et c'est encore arrivé, le chirurgien était de nouveau trop malade pour opérer. À ce stade, ma famille et moi avons eu l'impression que je n'étais pas censé subir cette intervention. Finalement, je ne l'ai jamais faite, et les choses se sont améliorées d'elles-mêmes. C'est vraiment étrange à y repenser, comme si ce n'était pas juste une coïncidence. Je me demande souvent comment ma vie aurait été différente si j'avais eu cette opération. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais à ma prof de 6e et à son mari. Je trouve que c'est plutôt approprié, alors je voulais partager. Apparemment, peu de temps après avoir fondé une famille, ils ont décidé d'acheter un chalet dans le nord de l'Ontario, un petit endroit tranquille pour les vacances d'été. Ils ont cherché un moment, essayant de trouver un endroit qui correspondait à leurs critères, surtout un coin isolé, pas un de ces lacs bondés comme on en voit souvent autour des chalets en Ontario. Bref, ils ont fini par trouver l'endroit parfait, à environ une demi-heure de route de la ville la plus proche, sur son propre petit lac, tout ce qu'ils voulaient. L'endroit idéal, et en plus abordable. C'est là que ça commence à devenir un peu étrange. La maison avait été reprise par la banque parce que l'ancien propriétaire avait disparu. Un jour, il payait encore ses mensualités, et le lendemain, la maison était abandonnée, plus aucune trace de lui, introuvable. Parti, envolé. Et ce n'était pas une vieille cabane délabrée, c'était un petit chalet, oui, mais le gars avait investi pas mal d'argent dans les rénovations. Ils achètent donc la maison, y emmènent des affaires pour l'été et s'y installent avec les enfants. Tout est parfait, tout le monde s'amuse bien. Mais un jour, ma prof est assise dans le salon et elle remarque quelque chose. Elle attrape les plans de la maison, qu'ils avaient reçus lors de l'achat, et commence à les examiner de plus près. Et là, elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Sur les plans, il y a une autre pièce indiquée, mais elle n'existe pas dans la maison. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Elle va à l'endroit où la porte devrait se trouver, et il n'y a qu'un mur. Mais en regardant les angles, les mesures, elle comprend qu'il pourrait effectivement y avoir une petite pièce derrière. Elle montre ça à son mari, qui est intrigué, et qui lui dit « Pourquoi on n'ouvre pas le mur pour voir ce qu'il y a derrière ?» Il pensait de toute façon rénover cette pièce, alors ils se lancent. Ils enlèvent les planches, et effectivement, derrière, il y a une porte murée avec des briques. Son mari donne un bon coup de masse dans les briques, et ça passe au travers. Il y avait bel et bien une petite pièce cachée. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. La pièce faisait la taille d'un grand placard, carré, des murs simples, un sol en bois, rien de spécial. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur était étrange. Une seule chaise en bois, tournée dos à la porte, sous une ampoule suspendue au plafond. Et sur le mur en face de la chaise, un petit autoportrait peint d'un homme, dans un cadre en bois sale. Le tableau était clairement fait par un amateur, mais il avait quelque chose de tordu. Les couleurs étaient sombres, et l'homme regardait droit devant lui, avec ses yeux gris et morts, la bouche légèrement entr'ouverte. C'était vraiment dérangeant.
Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait dans la pièce et ont fini par la reboucher. Apparemment, ils n'ont jamais trouvé quoi faire d'un si petit espace, ou peut-être qu'ils le trouvaient tout simplement trop sinistre. Tout ce que je sais, c'est que si ça m'était arrivé, j'aurais brûlé ce putain de chalet et je ne me serais jamais retourné. Je travaillais dans une maison de retraite, de nuit. Souvent, les patients avaient des hallucinations. Un soir, une vieille dame m'a dit, il y a un homme en manteau bleu, armé d'un pistolet, qui regarde par la fenêtre. Je lui ai demandé où, et elle a pointé du doigt le miroir. Je n'y ai pas trop prêté attention et je suis allé voir le patient suivant. Quelques heures plus tard, dans une autre partie de la maison de retraite, un patient m'a dit, il y a un homme en manteau bleu qui te braque un pistolet sur la tête. Bon, j'ai trouvé ça assez glauque, mais les personnes âgées hallucinent, alors j'ai continué ma nuit. Plus tard, cette même nuit, ma supérieure m'a attrapé par le bras et m'a soufflé à l'oreille, « Appelle la police, il y a un intrus ». Je lui ai demandé de quoi elle parlait et elle a pointé le bout du couloir en disant qu'il y avait un homme en manteau bleu, dehors, en train de regarder dans la chambre d'un des patients. Il n'y avait personne. J'ai réussi à la calmer et je l'ai convaincue qu'elle devait juste être fatiguée, à la fin de son service. Je ne lui ai jamais parlé des hallucinations des patients. Après 7 ans à travailler en maison de retraite et à l'hôpital, c'est l'une des choses les plus flippantes que j'ai vécues. Ce n'est pas juste étrange, c'était terrifiant. J'avais environ 13 à 14 ans et j'avais invité quelques amis de mon équipe de baseball à passer la nuit chez moi. On n'arrêtait pas d'entendre un boom. Après l'avoir entendu plusieurs fois, on a décidé d'aller voir ce que c'était. On a pris 3 battes de baseball dans ma buanderie, on a fouillé toute la maison, on a vérifié que ce n'était pas mon père, et dans la dernière pièce qu'on a inspectée, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme en train d'essayer de grimper par la fenêtre. Il nous a vus et il s'est barré direct. Inutile de dire qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Quand j'étais enfant, j'allais chaque été dans le même camp de vacances, plusieurs années de suite. Ça se passait au Cedar Lac Conference Center en Virginie occidentale. Mais il y avait quelque chose d'étrange à propos des lacs. Il y avait plusieurs petits lacs sur le site, situés entre le grand hall et les cabanes. Des passerelles en bois les traversaient, pour raccourcir le trajet. Ces passerelles étaient basses, presque au ras de l'eau. Le jour, tout était magnifique et paisible. Mais la nuit c'était autre chose. Le dernier soir du camp, il y avait un bal dans le grand hall. Je suis parti pour retourner à ma cabane chercher quelque chose, je ne me souviens plus quoi, sûrement un truc idiot. En marchant vers la dernière passerelle, un sentiment d'angoisse a commencé à me grimper le long du dos. Le lac était noir, incroyablement immobile, et de petites nappes de brouillard flottaient à la surface. Je n'ai pas fait demi-tour, parce que j'avais besoin de ce que j'étais venu chercher, et je n'ai pas contourné non plus, car ça aurait pris beaucoup plus de temps. Je me sentais encore à peu près bien, en essayant de me rassurer, jusqu'à ce que j'arrive au milieu du pont. Dès que j'ai été assez loin pour qu'il ne serve plus à rien de rebrousser chemin, cette angoisse est montée d'un cran énorme. Je n'arrive pas à expliquer d'où venait ce sentiment, c'était comme si, soudain, j'étais la seule personne sur des kilomètres et des kilomètres, comme si plus personne n'existait sur Terre. Sans savoir pourquoi, je savais que je devais absolument sortir de ce pont, que tout irait bien si seulement je parvenais à en descendre. Au bord de la panique, j'ai accéléré le pas autant que je pouvais, mais le pont me semblait bien plus long que d'habitude. Dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il a duré 10 ou 15 minutes, même si je sais que c'est impossible. J'ai même sorti mon téléphone portable pour appeler ma mère, ce qui était interdit, il n'était censé servir qu'en cas d'urgence, mais je n'avais aucun réseau. Finalement, j'ai atteint l'autre côté, et tout allait bien, mais le monde me semblait différent. En y repensant aujourd'hui, je me dis que j'ai peut-être capté plein de petits signaux environnementaux qui ont nourri mon malaise, et que ce moment a été la première fissure dans mon sentiment adolescent d'invincibilité, ce qui a déclenché ma panique. Je me dis ça, mais je n'arrive pas tout à fait à me convaincre que j'étais parfaitement en sécurité cette nuit-là.
Quand j'étais enfant, je jouais à cache-cache dans les bois derrière chez moi avec des amis. J'avais trouvé une super cachette derrière des buissons épais. J'ai vu un homme marcher sur le sentier qui venait vers moi. En s'approchant, je me souviens qu'il n'avait aucun visage. Aucune caractéristique, juste de la peau. Je me suis figé et j'ai commencé à pleurer. L'homme a continué son chemin sans s'arrêter. Je suis rentré en courant chez moi et je n'en ai jamais parlé à personne parce que je pensais être fou. J'en ai finalement parlé à ma mère quand j'étais au lycée. Elle m'a raconté qu'il y avait un homme dans notre quartier qui avait survécu à une tentative de suicide et qui avait le visage gravement défiguré. Il ne prenait jamais les rues principales, il passait toujours par les sentiers des bois pour aller à son travail et au bar où il buvait toute la nuit. C'est possible que je l'ai vu et que j'ai été tellement terrifié que mon esprit ait effacé les détails de son visage. Ça me fout encore la chair de poule aujourd'hui parce que je m'en souviens parfaitement. J'avais 14 ans à l'époque, et j'avais déjà vécu quelques expériences un peu paranormales, mais celle-ci a été la plus marquante, et celle où j'ai été le plus exposé. C'est aussi arrivé seul, dans l'obscurité. J'avais passé une super soirée à discuter et rigoler de trucs d'ado avec mon meilleur ami, et j'ai fini par rentrer seul à pied. J'habitais à 10-15 minutes de chez lui, et il devait être autour de 22h ou 22h30 quand je suis parti, c'était vraiment tard pour moi. L'air était frais et il y avait très peu de circulation. Dans ma vieille ville, c'était ce moment où les gens étaient soit bien au chaud chez eux, soit en train de profiter de la dernière heure avant la fermeture des pubs. Il y avait des lampadaires tous les quelques centaines de mètres, mais la plupart des maisons étaient éteintes. Techniquement, je n'habitais qu'à 3 rues de là, une petite rue, un long tronçon, puis ma petite impasse. Alors que j'arrivais en haut de la rue de mon ami, une silhouette est apparue d'une rue latérale, juste devant moi. Elle était du même côté du trottoir que moi. Je dis elle pour 2 raisons. D'abord, elle était habillée de la tête aux pieds comme la femme dans les pubs des assurances Scottish Widows ici au Royaume-Uni aujourd'hui, je dirais plutôt que ça ressemblait à une femme portant une burqa flottante. Dans ma petite ville, je n'avais jamais vu quelqu'un habillé comme ça, et je n'ai plus jamais vu ça pendant des années après. Ensuite, je savais simplement que c'était une femme. Je savais aussi qu'elle n'était pas de ce monde. J'ai senti mes poils se hérisser sur mes avant-bras, mais mon cerveau rationnel m'a dit que c'était normal d'être un peu flippé face à quelque chose d'inhabituel quand on est seul dans le noir. J'ai gardé mes distances, les yeux fixés sur la silhouette qui marchait devant moi. Mon corps était en alerte totale, et je me souviens encore de l'adrénaline qui montait, jusqu'à ressentir comme des picotements électriques dans le bout de mes doigts. Elle a tourné à droite, autour d'une grande haie, pour entrer dans la 2e rue. Je me souviens encore de m'imaginer qu'elle s'était arrêtée net derrière la haie et qu'elle m'attendait de l'autre côté. Mon cœur battait à toute vitesse et je me suis décalé jusqu'à marcher presque sur la route. Quand j'ai tourné le coin, elle avait clairement ralenti et elle était beaucoup plus proche qu'avant. J'étais soulagé de ne pas m'être retrouvé face à face avec elle, mais j'ai aussi réalisé qu'en marchant plus lentement, cette angoisse allait durer encore plus longtemps. Elle a continué, passant lentement devant la première des 2 églises qui se trouvaient sur ce trajet. Un lampadaire l'éclairait, et je pouvais voir les plis de son long manteau noir qui dansait et ondulait dans le vent. Mais je ne voyais pas son ombre, et ça m'a glacé. Je voulais vérifier comment apparaissait mon ombre derrière moi sous cette lumière, mais je n'ai pas pu me résoudre à détourner les yeux d'elle. Pendant 3 ou 4 minutes, rien ne s'est passé d'autre. Je me souviens juste qu'elle n'a pris aucune des petites rues que nous avons croisées, et à chaque fois j'étais déçu. J'ai envisagé de courir à toute vitesse pour la dépasser et espérer le meilleur, mais je n'avais aucune envie de m'approcher autant d'elle. Personne d'autre ne marchait dans la rue. Aucune voiture n'est passée. On s'approchait de la 2e église, et elle a accéléré un peu. Moi, je suis resté au même rythme, les yeux rivés sur elle. Elle approchait du petit chemin entre l'école et l'église. Juste au moment où elle a tourné dans ce chemin, des phares de voiture ont surgi au loin dans un virage. Il y avait encore d'autres êtres humains, j'ai poussé un énorme soupir de soulagement. La voiture a ralenti en prenant le virage et s'est dirigée vers nous.
Les phares pointaient droit devant maintenant, et j'ai plissé les yeux. Ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'aux os. Je voyais toujours le vent agiter les pans de son manteau, mais les phares traversaient littéralement sa silhouette sombre et trouble. Ça a semblé durer une éternité. La voiture est enfin passée, et la femme avait repris son chemin vers l'église. J'ai reculé un peu pour mettre plus de distance entre nous. Puis j'ai eu un élan d'énergie, et mes jambes sont parties toutes seules. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie, et je ne recourais jamais aussi vite. En passant à hauteur du chemin, ma tête s'est tournée malgré moi, elle était là, immobile, me faisant face. Ce n'était qu'une silhouette noire, mais je savais qu'elle me regardait droit dans les yeux. Quand je suis enfin arrivé en bas du perron de mes parents, en frappant et en donnant des coups de pied pour qu'on m'ouvre, ma gorge brûlait d'avoir avalé tant d'air froid. Je n'ai pas pu parler pendant plusieurs minutes. Il m'a fallu très longtemps avant d'oser refaire ce trajet seul, la nuit. Les cendres de mon chien ont disparu. L'urne était posée sur une étagère dans notre salon depuis 3 ans, et un jour, mon mari et moi rentrons à la maison et l'urne n'est plus là. Personne d'autre n'a les clés à part nous. On était vraiment perplexes, aucun de nous ne l'avait déplacée. Qui entrerait par effraction pour voler des cendres? On en parle encore 1 an plus tard et on essaie toujours de comprendre, mais on n'arrive pas à trouver d'explication. Mon mari ne me ment pas et n'aurait aucune raison de le faire, même s'il l'avait accidentellement cassée ou autre, ça n'aurait pas été grave. Elle était là quand on a quitté la maison pour aller au cinéma, et disparue quand on est revenu, donc ce ne pouvait pas être lui de toute façon. Franchement, je défie quiconque d'expliquer ça. On ne croit pas au surnaturel, et il n'y a aucun accès à notre maison sans clé ou sans forcer l'entrée, et tout était bien verrouillé. Si quelqu'un arrive à éclaircir ce mystère, je serais vraiment surprise et reconnaissante. J'ai littéralement eu du mal à dormir pendant un moment tellement ça m'agaçait de ne pas savoir ce qui s'était passé. Donc, ma sœur est invitée à l'anniversaire d'une amie, appelons-la Janice. Je décide de l'accompagner à la fête. On arrive là-bas, et je connais quelques amis de Janice puisqu'on se croise tous à l'école ou dans le bus. Bref, je vois une amie de Janice, appelons-la Suzanne, assise toute seule, et je vais lui parler. Mais quand je commence à discuter avec elle, je me rends compte que Suzanne agit de manière vraiment bizarre, ce qui est étrange parce qu'en général elle est sympa. Je n'y prête pas trop attention, je m'éloigne et je vais parler avec d'autres gens. Vers la fin de la soirée, je la vois toujours assise au même endroit. Je vais la voir et je lui demande si elle a mangé quelque chose. Elle se montre agacée et me demande pourquoi je continue à l'appeler Suzanne. Je réponds, c'est pas ton prénom? Elle me regarde bizarrement et me dit que non. Je vais voir ma sœur et Janice et je leur demande si, eux aussi, trouvent qu'elle ressemble à Suzanne. Ils sont d'accord, elle lui ressemble vraiment. Alors ma sœur et Janice vont lui parler. En creusant un peu, elle découvre que cette fille vient d'un autre pays et qu'elle attend de rencontrer sa sœur jumelle. Un peu confus, on rentre chez nous après la fête. On en parle, et Janice nous dit que Suzanne n'a jamais eu de sœur jumelle, qu'elle a rencontré sa famille récemment et qu'elle en est sûre. Pour vérifier, Janice voit Suzanne au lycée et lui demande pourquoi elle se comportait si bizarrement à la fête. Suzanne lui dit qu'elle ne comprend pas de quoi elle parle, qu'elle n'était même pas là, qu'elle était restée chez elle. À l'école, Suzanne continuait d'agir un peu étrangement. Quelques mois plus tard, on lit dans le journal qu'une mère de famille a été assassinée chez elle, pendant que ses enfants étaient présents. Et là, surprise, il s'avère que c'est la mère de Suzanne qui a été tuée, alors qu'elle et son frère étaient dans la maison. Après enquête, la police découvre que Suzanne elle-même a tué sa mère, pendant que son frère était dans la pièce à côté. C'est probablement la chose la plus flippante dont je me souvienne dans ma vie. Une nuit d'été dans le Wisconsin, il y a peut-être 13 ans. Il faisait noir comme jamais dehors, j'étais encore réveillé dans ma chambre en train de regarder la télé. Soudain, une lumière verte fluorescente éclaire tout le ciel et illumine entièrement ma chambre.
C'est devenu si lumineux qu'on aurait dit que le soleil était revenu, mais en vert. Ça n'a duré qu'un éclair, à peine le temps de cligner des yeux. J'ai couru à la fenêtre et il faisait à nouveau complètement noir dehors. J'ai cru que j'avais rêvé jusqu'au lendemain matin, quand d'autres élèves à l'école ont dit qu'ils l'avaient vu eux aussi. Celle-là est plus longue, et c'est l'histoire la plus bizarre qui me soit jamais arrivée. Un soir, après le boulot, j'ai décidé d'aller faire un tour en voiture. À l'époque, je bossais 7 jours sur 7, entre 8 et 12 heures par jour. C'était dur. D'habitude, je rentrais direct chez moi pour passer le peu de temps qu'il me restait avec ma partenaire et mon ordi, mais ce soir-là, j'ai eu envie de prendre la route. Sans raison particulière, juste, c'est ce que j'ai senti devoir faire. Je suis même allé assez loin, de l'autre côté de ma petite ville, environ 15 minutes. Pendant que je conduisais sur cette grande route, j'ai eu l'impression qu'une sorte de boîte se refermait autour de moi. Pas quelque chose de menaçant, plutôt comme un bouclier, une protection. Ça m'enveloppait, ça me guidait. Vers quoi? Je n'en avais aucune idée. Puis, j'ai commencé à sentir que cette boîte était incomplète, qu'il me manquait une partie. C'est dur à expliquer, mais quelques instants plus tard, j'ai senti que j'étais en train de me lier à une autre boîte. Ma boîte manquante, celle que je cherchais, depuis 10 minutes, mais bon, et waouh, ça faisait tellement de bien de la trouver. Mais où était-elle? Je roulais, et petit à petit, la connexion commençait à s'estomper. Alors j'ai ralenti, j'ai continué doucement, environ 10 km/h en dessous de la limite. Puis je l'ai sentie. Elle était proche, vraiment proche, et j'ai compris qu'il fallait que j'accélère. Et là, je l'ai vue. Ma boîte manquante, juste derrière moi, dans une voiture. Je ne voyais pas la personne, mais je savais qu'elle était là, qu'on était connectés. Je n'avais aucune idée de qui était cette personne derrière moi, mais je savais exactement où elle allait. D'une manière ou d'une autre, c'est moi qui la suivais, tout en étant devant. Je ne la regardais pas pour prendre des indices, je savais juste où aller. On a roulé comme ça pendant 15 minutes, en sortant de la grande route, sur des routes où j'étais allé peut-être 2 ou 3 fois dans toute ma vie, mais je savais exactement où cette voiture allait. Où ma boîte me guidait. Je ne savais pas ce qui allait se passer en arrivant. Je savais juste que je devais retrouver ma boîte. Finalement, je me suis garé dans une allée où je n'étais jamais allé. J'ai attendu quelques instants. Et voilà, il est arrivé, il s'est garé. Je me suis demandé ce qu'il devait bien penser en me voyant là. Une fille est sortie de la maison en pleurant, m'a lancé un regard bizarre mais est rentrée en courant. Moi, je suis sorti de ma voiture, sachant que je devais aller parler à ma boîte jumelle. Il a commencé à reculer pour partir, mais je lui ai fait signe d'arrêter, de venir. Il s'est arrêté. Et je suis monté dans sa voiture. Jamais vu ce gars avant, lui non plus ne m'avait jamais vu. Et là, je savais son prénom. Juste son prénom. Jeff. Bizarre, hein? Ouais, super bizarre. Je savais qu'il venait de se faire larguer, c'était évident vu la situation, mais je le savais sans avoir besoin d'indices. C'était juste, là. Je lui ai parlé. Je lui ai demandé comment il allait, ce qu'il comptait faire. Il m'a d'abord regardé bizarrement, puis il a craqué, il m'a tout raconté. Que cette fille était sa vie, qu'il allait tout arrêter. Je n'ai jamais été du genre à savoir réconforter les gens dans ces moments-là, mais ce soir-là, je n'étais pas cette personne habituelle. Ce soir-là, j'ai su trouver exactement les mots qu'il fallait. Je savais tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Après environ une demi-heure à parler, je lui ai dit que tout allait s'arranger. Il m'a demandé qui j'étais. J'allais lui dire, mais là, j'ai eu comme un grand panneau rouge d'interdiction dans ma tête. Comme des gros symboles d'interdiction. Je me suis secoué la tête, et ça s'est dissipé. Je ne lui ai pas dit qui j'étais. Je lui ai juste dit que je ne pouvais pas, mais qu'il devait savoir qu'il était entre de bonnes mains. Je lui ai serré la main, je suis sorti de la voiture, je suis monté dans la mienne et je suis rentré chez moi. C'est, sans aucune hésitation,
la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Je ne comprends toujours pas pourquoi ça m'est arrivé. J'en ai vécu beaucoup, mais l'expérience la plus flippante que j'ai jamais eue, c'est sûrement celle-ci. J'avais pris quelques Vicodin pour la première fois. J'avais une migraine atroce et c'était la seule chose que j'avais sous la main qui pouvait la calmer. Je me suis allongé et j'ai senti un courant d'air glacé me frapper dans le dos. Je me suis relevé, ma porte était fermée, la fenêtre aussi. C'était en hiver, mais ma maison n'a aucune ventilation. Je me suis dit que j'avais dû l'imaginer et je me suis rallongé. Je commençais à m'assoupir. Je sentais mon corps se détendre, mais quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais plus bouger. J'ai senti mon corps s'enfoncer dans le lit. Mes bras et mes jambes étaient comme tirés vers l'intérieur du matelas. J'ai entendu un rire cynique. Je ne pouvais toujours pas bouger. Mon corps était engourdi, inutile. Je m'enfonçais de plus en plus. J'étais presque complètement aspiré. Je pouvais sentir le sol avec mes pieds. La moquette me brûlait la peau. Je n'arrivais plus à respirer. Mon visage commençait à être englouti à son tour. Et là, ma sœur a fait irruption dans ma chambre en criant. Je me suis réveillé. J'étais allongé au-dessus de mon lit. Ma gorge me brûlait, et mes pieds aussi. Je suis allé me regarder dans le miroir et j'ai vu des éraflures partout sur mon corps et une marque autour de mon cou. Je ne prendrai plus jamais plus d'un seul Vicodin. Quand mon frère et moi étions enfants, ma mère travaillait de nuit et dormait pendant la journée. On a grandi dans la pauvreté, donc ma mère était très stricte sur ce qu'on pouvait manger et quand. Un jour, on est rentré de l'école et elle avait acheté des bananes. Mon frère et moi avons décidé d'en manger quelques-unes. On commence à les éplucher et, d'un coup, ma mère, qui dormait dans sa chambre au bout du couloir, dernière porte à gauche, porte fermée, hurle, posez ces bananes. On s'est précipité pour essayer de réemballer les pots et on a ouvert doucement la porte de sa chambre pour lui dire bonjour. Elle dormait profondément, et plus tard, elle nous a juré qu'elle ne nous avait jamais crié dessus et qu'elle n'avait aucune idée qu'on était en train de manger les bananes. Mes 2 dernières années d'université, j'ai vécu dans un appartement de 2 étages hors campus avec 5 autres amis, un appart de 6 chambres. Pendant ces 2 ans, tout le monde a eu des expériences étranges. Tout le monde avait cette sensation d'être observé, ou de ne pas être seul. Au fil du temps, les choses ont empiré, tu pouvais sentir les objets où tu étais assis ou allongé trembler. Genre, si tu étais assis sur une chaise, la chaise se mettait à trembler. Si tu étais dans ton lit, le lit se mettait à secouer. Et ce n'était pas de petites secousses. Au début, on s'est dit que c'était juste la maison qui était vieille et qui bougeait à cause des vibrations normales, genre les camions qui passent, le vent, ou simplement le bâtiment qui travaille. Mais à force d'y prêter attention, on a dû éliminer toutes ces explications. Alors on a commencé à poser des verres d'eau près de nos lits, nos sièges, etc. Et on a remarqué que, même quand l'objet tremblait, rien d'autre dans la pièce ne bougeait. Je pouvais être allongé dans mon lit, sentir le lit trembler violemment, mais le verre d'eau sur ma table de chevet, juste à côté, restait parfaitement immobile. Un soir, les secousses étaient particulièrement fortes, alors j'ai crié « ça suffit ». Et les secousses se sont arrêtées presque instantanément. Quelques semaines plus tard, ça recommence, alors je crie « va emmerder Angela ». 10 minutes plus tard, Angela déboule en courant dans ma chambre en disant que son lit venait de se mettre à trembler sans raison. On n'a jamais trouvé d'explication, mais franchement, c'était super flippant. Ça semble se produire chaque fois que mon mari part quelque part qui me rend un peu anxieuse, ou quand il commence un nouveau travail. Ce matin, c'était la 10e fois en 12 ans que je vivais exactement la même expérience. À 3 heures du matin, mon mari est parti pour une journée de chasse aux cerfs.
On s'est serré dans les bras, on s'est embrassé, on s'est dit au revoir, et je suis retourné me coucher. J'étais vraiment dans les vapes, mais j'ai cru l'entendre remonter les escaliers vers la chambre. J'ai pensé qu'il avait oublié quelque chose. Il est venu se placer à côté du lit, dans le noir. Il a posé un bout de papier sur ma poitrine et a dit « Désolé ». J'étais à moitié endormi, j'essayais de tâter le papier. J'ai demandé « Désolé ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? C'est une amende? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillé à 5 heures du matin et j'ai cru voir la lumière de la salle de bain allumée, alors je suis allé voir s'il était là. J'ai appelé son nom, mais il n'y était pas. À ce moment-là, il m'a envoyé un message pour dire qu'il était bien arrivé à son poste et qu'il allait commencer sa marche. Il est rentré sain et sauf cet après-midi. Ce scénario exact se répète, avec un dialogue légèrement différent selon la situation. Ça arrive toujours à la même heure, et chaque fois, quand je me réveille, il m'appelle ou m'envoie un message juste après pour me dire qu'il va bien. Précision, le rêve récurrent, c'est lui qui revient tôt à la maison, qui pose un bout de papier sur ma poitrine et qui dit « Désolé ». L'événement récurrent dans la réalité, c'est lui qui m'appelle ou m'envoie un message juste après mon réveil. C'est vraiment étrange. C'est tellement réel. Je ne sais pas ce que ça signifie. Une fois, j'étais tranquillement installé dans mon sous-sol quand, tout à coup, mes oreilles se sont mises à siffler. Je ne m'en suis pas vraiment soucié parce que ça m'arrive de temps en temps. Mais cette fois-là, ça ne s'arrêtait pas. Ça devenait même plus fort, donc je suis resté là, à moitié sourd. Au bout de 5 minutes, ça a enfin cessé. Je suis monté à l'étage et je suis tombé sur ma mère, qui avait l'air choquée. Elle m'a dit que j'avais disparu pendant des heures et qu'elle avait failli appeler la police. Je me suis senti vraiment bizarre après ça. Pour moi, ça n'avait duré que 5 minutes, j'étais même en train de regarder l'heure sur mon téléphone. Quand j'étais plus jeune, j'avais une paranoïa vraiment intense par rapport à la nuit. Je ne pouvais pas être dehors la nuit tout seul, honnêtement, même en groupe, je me sentais extrêmement vulnérable dehors la nuit, je ne pouvais pas regarder par la fenêtre, je ne pouvais pas rester seul à la maison après le coucher du soleil, et avant d'aller me coucher, je vérifiais absolument que chaque porte et chaque fenêtre étaient bien fermées à clé. J'étais chez ma tante, et ma routine de sécurité nocturne n'a pas fait exception, même en dehors de chez moi. J'ai vérifié que chaque fenêtre et chaque porte étaient bien fermées et verrouillées. C'est important de préciser que de l'endroit où j'étais assis sur le canapé, personne n'aurait pu aller dans la cuisine sans que je le voie. Cette nuit-là, j'ai entendu plein de bruits étranges dans la cuisine, donc je n'ai absolument pas fermé l'œil, aucune chance que je me sois endormi sans m'en rendre compte, je textais un ami qui était au Royaume-Uni à ce moment-là. Vers 7h30, mon oncle est allé dans la cuisine, a fait une remarque comme quoi il était surpris qu'un ado de 15 ans soit déjà réveillé, puis une autre remarque comme quoi il était étonné que non seulement je n'ai pas verrouillé la porte de la cuisine, mais que je l'ai laissée ouverte toute la nuit. Je n'y suis jamais retourné. J'avais vérifié cette porte plusieurs fois avant de me coucher, et j'étais le dernier réveillé. Quand j'étais jeune, mon frère et moi vivions dans une caravane près des bois. On était des gamins un peu paumés, redneck, chrétiens, avec le genre de personnalité qu'on pourrait attendre d'enfants élevés dans ce contexte. Nos tuteurs étaient absents, alors mon frère et moi avons eu l'idée de prendre le point 22 et de voir ce qu'on pouvait tuer. Ce n'est qu'après avoir marché un peu sur le petit chemin ensoleillé près de chez nous qu'on a vu un corbeau voler au-dessus de nos têtes. Mon frère a levé le fusil, a plissé les yeux à cause de la chaleur, et a tiré. L'oiseau est tombé, et on a cru qu'on l'avait tué parce qu'il gisait sans vie au sol, mais avant qu'on puisse s'approcher, il s'est relevé, nous a regardés l'un après l'autre comme pour bien mémoriser nos visages, puis s'est envolé. Et nous, évidemment, on s'est dit que Satan allait nous hanter pendant les prochains jours, donc on a tout raconté à nos tuteurs, même s'ils étaient surtout inquiets qu'on ait pris le pistolet sans permission, vu que la parole des enfants est souvent un peu exagérée. Pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier,
même si je ne crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de surnaturel là-dedans. Je pense que ça devait être un effet placebo, il a cru qu'il avait été touché, ou alors le bruit du coup de feu l'a tellement surpris qu'il est tombé en état de choc, ce qui l'a fait s'écraser au sol. Je ne me souviens pas avoir vu de sang sur lui, donc c'est mon hypothèse. Le premier Noël après la mort de mon père, ma mère rangeait toutes les décorations. Mes frères et sœurs et moi, on avait tous moins de 8 ans, et on était très occupés avec l'école, le sport et tout ça. Apparemment, un samedi après Noël, ma mère a dû interrompre son rangement des décorations pour nous emmener à un match de mon frère. Comme on était tous petits, on est tous partis avec elle. Elle a laissé 2 grands sacs de décorations et une boîte de boules en haut des escaliers de la cave, en attendant de les descendre en revenant. Ça lui aurait pris 3 allers-retours, et on serait arrivé en retard, donc elle a préféré attendre. Mais quand on est rentré à la maison, tout était déjà rangé à la cave, exactement là où elle avait prévu de les mettre. Personne d'autre n'avait de clé de la maison. Elle a même appelé ma grand-mère pour vérifier si, par hasard, elle était passée, mais non. J'étais vraiment petit à l'époque, mais mon grand frère se souvient qu'en rentrant, il a cru qu'on s'était fait cambrioler avant de découvrir que tout était juste rangé à la cave, parce qu'il se souvenait bien que ma mère n'avait pas eu le temps de le faire. Mais tout était là, parfaitement à sa place. Je ne sais pas, il y a sûrement une explication logique, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Mais à l'époque, ça a énormément réconforté ma mère. Elle avait l'impression que quelqu'un l'aidait d'une manière ou d'une autre, et vu à quel point elle était dépassée en étant maman solo, si elle a envie d'y voir quelque chose de paranormal, ça me va. Un soir, mon père est venu me rendre visite après que j'étais rentré du travail. J'avais pris à emporter et j'étais en train de dévorer des crevettes aux noix et du riz au poulet quand il est entré et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Je n'ai ressenti ni peur ni surprise, c'était un peu comme si j'étais en transe. Nous avons parlé longuement de la vie et de comment allaient les choses. Puis, tout simplement, il s'est levé, a franchi la porte d'entrée et a disparu. Comme pouf, mais sans le petit nuage de fumée des dessins animés. Ce qu'il y avait d'étrange, vous demandez ? Il était mort depuis un peu plus de 6 mois quand c'est arrivé. Je n'étais ni endormi, ni sous drogue, ni alcoolisé. Ma maison est un vieux bâtiment en briques qui servait autrefois aux pêcheurs et qui a bien plus de 120 ans, donc pas de monoxyde de carbone. On utilise une cheminée en hiver, mais c'était l'été, donc j'avais les fenêtres ouvertes et les ventilateurs allumés. Votre hypothèse vaut la mienne. Peut-être que c'était un simple désir profond et une hallucination aléatoire, ou peut-être qu'il y a vraiment quelque chose dans tout ce délire surnaturel. Je crois au surnaturel depuis que je suis enfant, mais je reste extrêmement sceptique sur tout, et j'aime bien me définir comme un athée sans courage. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais dans ce monde. Ce n'est pas moi, mais ma grand-mère a grandi sur l'île de Mackinac avec ses 2 sœurs. D'après ce qu'on m'a raconté, un soir, elles rentraient toutes les 3 d'un feu de camp sur un chemin de terre qu'elles empruntaient souvent. Mais cette fois-là, alors qu'elles étaient à mi-chemin, une silhouette fantomatique est apparue, un homme vêtu de l'uniforme de garde de l'hôtel Grand. Cette apparition les a tellement effrayées qu'elles ont fait demi-tour et choisi un autre chemin pour rentrer chez elles. Cette nuit-là, 2 autres jeunes filles ont emprunté ce même chemin, et ont été violées et assassinées. Autrement dit, cette apparition a littéralement sauvé la vie de ma grand-mère et de ses sœurs. Le plus flippant ? Leur père, mort des années auparavant, était lui-même un ancien garde de l'hôtel Grand. Il y a environ 15 ans, mon arrière-grand-père est décédé. Ma famille était très proche de lui, et ça a été un moment vraiment difficile. Je sais que tous les enterrements le sont, mais mon arrière-grand-père était un homme formidable. Pendant la Grande Dépression, il était chef d'entreprise et possédait plusieurs commerces, une épicerie, une quincaillerie, etc. Il laissait les gens acheter à crédit, en sachant très bien que beaucoup ne pourraient jamais le rembourser. Mais grâce à lui, beaucoup de gens n'ont pas eu à souffrir de la faim. Bref,
on est catholique, donc on assistait à la messe dans une église très ancienne, presque gothique. Une vieille église avec des plafonds extrêmement hauts, de très vieux tableaux et toutes les décorations traditionnelles. Cette église avait notamment un grand ensemble de bougies derrière l'autel, là où le prêtre faisait la messe. Je parle de grosses bougies de 1,5 à 2 kg chacune, et il y en avait peut-être 15 ou 20. Pendant que le prêtre faisait la messe, j'ai vu une lueur dans un coin de mon œil. Et c'est là que j'ai vu une de ces grosses bougies s'envoler littéralement en l'air avant de retomber au sol, derrière le prêtre. Et d'un coup, presque toutes les autres bougies, sauf peut-être 3 à 5, se sont éteintes instantanément. Le prêtre n'a même pas réagi, il a juste continué comme si de rien n'était. Personne n'a rien dit. En rentrant à la voiture avec ma famille, je leur raconte ce que j'ai vu. Et là, tout le monde me répond tout de suite, « Toi aussi tu l'as vu ». J'en ai parlé à 2 de mes tantes, qui étaient très proches de moi et qui étaient les filles de mon arrière-grand-père, et elles aussi m'ont dit, « Toi aussi tu l'as vu ». Mais les cousins plus éloignés ou avec qui j'étais moins proche, eux, ils n'ont rien vu du tout. Bizarre. J'ai trouvé 2 talkie-walkie tout neufs dans mon grenier. Juste pour le fun, je les ai sortis de leur boîte et j'ai commencé à jouer avec, pour voir comment ils fonctionnaient. C'étaient des talkie-walkie assez chers, d'ailleurs. Je ne savais pas vraiment comment les utiliser, mais je les trouvais cool. Au bout d'environ 10 minutes à essayer de comprendre leur fonctionnement, des aboiements de chiens ont commencé à sortir des talkie-walkie. C'était super fort, et comme je suis autiste et que j'ai des problèmes sensoriels, ça ne m'a vraiment pas aidé. J'ai essayé de les éteindre mais ça ne s'arrêtait pas. Après environ 20 minutes d'aboiements forts qui sortaient des 2 talkie-walkie, ça s'est arrêté. Je me suis dit, c'était bizarre, et je suis allé faire la lessive. Quand je suis descendu au sous-sol pour m'occuper du linge, j'ai vu des traces de griffes de chiens dans l'une des pièces. On aurait dit que des chiens avaient été enfermés là à un moment et qu'ils avaient gratté la porte désespérément. Ces marques n'étaient pas là avant. Je n'ai pas de chien, en plus. Quand j'avais 12 ans, j'adorais partir à l'aventure, mais en vivant en ville, je n'avais pas beaucoup d'options. Mon activité préférée, c'était de m'asseoir sur le poteau du fil à linge, en forme de T, la nuit. J'étais en hauteur, et à cette période de l'année, il faisait un peu frais et sombre, ce qui rendait l'ambiance incroyable. Le thé était tout au fond du jardin, et de l'endroit où je m'asseyais, j'avais le dos tourné vers l'allée juste derrière moi, et je faisais donc face à ma maison. Quand c'est arrivé, j'étais étrangement calme. J'ai entendu une sorte de respiration profonde et bizarre, presque directement dans mon oreille. Je me suis tourné à gauche, parce que mon voisin de l'époque rentrait parfois tard. Mais non, ni David ni sa femme, même si Linda n'aurait jamais pu produire un souffle pareil, n'étaient là. Je l'ai entendu à nouveau, alors je me suis tourné à droite, c'est-à-dire en regardant dans l'allée. J'ai juste pensé que c'était quelqu'un qui passait par là, parce que bon, je n'habite pas dans le meilleur quartier. Mais encore une fois, rien. Vous voyez cette sensation d'angoisse qu'on a juste avant de se faire vacciner ou de se faire prélever du sang? Mélangez ça avec de la peur. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu la respiration une dernière fois, encore plus proche et plus menaçante. J'ai utilisé une main pour me propulser hors du thé jusqu'au sol, l'autre tenant juste mon téléphone et essayant de garder mon équilibre. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Tout ce qu'il fallait pour rentrer à la maison. J'étais sur le point de partir en voiture. J'avais oublié quelque chose avant qu'on quitte l'allée et je suis remonté à l'appartement. Je n'étais parti que 5 minutes, grand maximum. Le pot de bougies qui était sur l'étagère avait explosé et se retrouvait en plein milieu du tapis, dans le salon, à environ 3 mètres de l'étagère. Je suis resté là, figé, pendant une trentaine de secondes, complètement incrédule. Puis le téléphone a sonné. Un de nos amis s'était tiré une balle environ 4 minutes plus tôt. Une autre fois, j'étais assis dans le salon à regarder la télé en pleine nuit. J'ai vu une lumière bleue néon flotter dans le couloir, à environ 1,50 m du sol.
Elle a traversé le couloir, est passée dans le salon, a provoqué un bruit de parasite statique en passant devant la télé, a fait le tour de la pièce, puis a été absorbée dans les haut-parleurs de mon ordinateur portable avec un gros bruit de décharge. Étonnamment, ça n'a rien endommagé. Une autre fois, mon partenaire et moi étions allongés dans le lit et la lumière du plafond s'est mise à briller, comme si quelqu'un montait lentement un variateur. Puis, alors qu'elle s'éteignait peu à peu, la lumière du couloir s'est mise à briller à son tour, puis celle de la cuisine, puis de la salle à manger, puis du salon. C'était comme si quelque chose traversait l'appartement. Il n'y a aucun variateur de lumière dans notre appartement. Toute la scène a duré environ 2 minutes. Ce n'est pas vraiment un moment inexplicable, mais plutôt une expérience très surréaliste. Quand j'avais 23 ans, je me suis inscrit, via mon université, pour aller dans une clinique de vaccination contre la grippe en mode drive. Au final, ça s'est transformé en 50 étudiants entassés dans un bus scolaire, conduits jusqu'à un hôpital local pour se faire vacciner sur le parking. Je connaissais 2 autres personnes dans le bus. Quand on est arrivé à l'hôpital, plusieurs files avaient été installées pour que les voitures passent. On nous a dirigés vers la file la plus à droite. 2 infirmières sont montées dans le bus et nous ont distribué des formulaires à remplir. Ensuite, on a avancé dans la file et 2 autres infirmières sont venues vérifier nos papiers. Enfin, on a encore avancé et 2 nouvelles infirmières sont montées et nous ont fait les vaccins, un par un. Une infirmière a commencé à l'arrière du bus, l'autre à l'avant, et elles se sont rapprochées vers le milieu. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film d'apocalypse ou de zombies, comme si on nous emmenait dans une zone de sécurité pour nous inoculer ou quelque chose comme ça. C'était une expérience très étrange et j'ai l'impression de n'avoir jamais réussi à transmettre aux autres à quel point c'était bizarre. Quand j'avais 14 ans, mes parents sont sortis un soir en me laissant seul à la maison, et apparemment ils avaient laissé la porte du garage ouverte. J'étais occupé sur Internet, en train de discuter avec des amis dans le bureau, quand j'ai vu, dans le reflet de mon écran d'ordinateur, quelqu'un derrière moi, mais comment était-ce possible, puisque j'étais seul? J'ai senti une respiration sur ma nuque, mais j'étais bien trop terrifié pour me retourner et affronter cet inconnu. Alors j'ai continué à discuter en ligne, essayant désespérément, et sans succès, de faire comprendre à mes amis qu'il y avait quelqu'un dans ma maison qui n'avait rien à y faire. Heureusement, mes parents sont arrivés en voiture, et apparemment le gars a décidé de s'enfuir en voyant les phares illuminer la fenêtre. Je me suis retourné juste à temps pour le voir détaler hors de la pièce et, visiblement, sortir par la porte de derrière. Mes parents ont dit qu'ils avaient vu quelqu'un derrière moi, mais la police, elle, n'a trouvé aucune preuve. Il y a environ 6 mois, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais assis dans une pièce, de l'autre côté d'une table, face à quelqu'un que je reconnaissais vaguement mais sans réussir à le situer. Je me suis réveillé, j'ai trouvé ça étrange, mais je n'y ai pas vraiment réfléchi davantage. Il y a quelques mois, j'ai pris l'avion d'Australie vers le Royaume-Uni pour assister au mariage d'un ami de lycée. En plein milieu de la réception, mon cerveau a soudainement pris conscience de la verdure à l'extérieur de la fenêtre, du gâteau dans un coin et de la personne avec qui j'étais en train de parler, quelqu'un d'une classe en dessous de la mienne au lycée, que j'avais peut-être croisé une seule fois depuis que j'avais quitté le lycée il y a environ 15 ans. Les détails correspondaient exactement à ce dont je me souvenais dans ce rêve que j'avais fait plus tôt dans l'année. Je n'étais jamais allé dans ce lieu et le gâteau de mariage avait un aspect assez inhabituel, je n'en avais jamais vu un comme ça auparavant. Je suis resté assez silencieux pendant quelques minutes, un peu troublé. Parfois, j'ai l'impression d'être fait d'os quand je marche. Pas dans le sens où ça fait mal, mais plutôt comme si j'étais hyper conscient de mes os, en particulier de ceux de mes jambes quand je marche. Quand ça arrive, c'est presque comme si, malgré moi, je m'imaginais en squelette, et j'ai du mal à ressentir, ou même juste à reconnaître, la moindre sensation dans ma chair ou mes muscles. Honnêtement, je ne décris pas ça très bien, mais c'est le mieux que je puisse faire. Je peux me frapper ou me pincer assez fort sans que ça me fasse vraiment d'effet, au point d'avoir parfois un bleu ensuite, ça m'est arrivé de me faire un bleu,
donc maintenant je ne teste plus. J'étais assez jeune la première fois que ça m'est arrivé, donc ça m'a vraiment fait peur à l'époque. Aujourd'hui, ça ne m'arrive pas souvent, et je peux réussir à me raisonner, donc j'arrive globalement à l'ignorer. Ça dure environ 10 minutes, puis je reviens à la normale. Mais ça reste une sensation très étrange. L'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit une forme de dépersonnalisation, qui survient en général en période de stress, mais je n'ai aucune idée de pourquoi ça se manifeste comme ça. Donc j'ai probablement une petite idée du pourquoi, mais je n'arrive pas à comprendre le reste. Ma sœur et moi avons souvent des maux de tête dus au stress, qui se transforment facilement en migraine. Une fois, j'avais une migraine et je suis resté dans ma chambre pendant environ 2 jours. J'ai fini par me sentir assez bien pour sortir et aller discuter avec ma sœur. Pendant qu'on parlait, j'ai posé ma main sur sa tête, je ne me souviens plus pourquoi, et pendant une seconde, j'ai ressenti un soulagement de ma migraine avant qu'elle ne revienne. Ma sœur a froncé les sourcils et m'a dit que pendant un instant, elle avait ressenti une migraine très intense avant de se sentir de nouveau bien. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que j'ai posé ma main sur sa tête, et que c'était presque comme si ma douleur s'était transférée en elle pendant un instant. Je crois que si on m'avait dit qu'on allait vivre ça, je n'aurais jamais pris ces billets. Mais tu sais, à l'époque, on cherchait pas grand-chose. Juste partir, respirer un peu. On était fauchés tous les deux, étudiants avec des boulots précaires, mais on avait réussi à gratter assez d'argent pour un petit voyage. Bucarest nous paraissait exotique, pas trop touristique, et surtout abordable. L'hôtel, on l'avait choisi parce qu'il était pas cher et bien noté. Les photos étaient simples, un lit, une armoire, des rideaux démodés. Mais à l'arrivée, on avait été agréablement surpris. Ça sentait le propre, les draps étaient nets, la salle de bain commune n'était pas aussi glauque que ce qu'on craignait. Franchement, pour le prix, on s'en sortait bien. On s'était dit qu'on avait eu de la chance. La première journée, on a arpenté la ville comme des touristes enthousiastes. On a mangé dans un petit resto au coin d'une rue pavée, goûté à des plats dont on ne savait pas prononcer le nom, on a flâné dans les parcs, on a admiré l'architecture décousue, ce mélange étrange d'ancien et de moderne, de délabré et de flambant neuf. Le soir, on était lessivés. On est rentré à l'hôtel, on s'est effondré sur le lit, épuisé mais heureux. Je ne saurais pas dire ce qui m'a réveillé cette nuit-là. C'était peut-être la soif. Ou juste l'inconfort de ce matelas un peu trop mou. Toujours est-il que j'ai ouvert les yeux, l'estomac un peu noué. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Pas de bol, elles étaient sur le palier, au bout du couloir, pas dans la chambre. J'ai jeté un œil à ma copine, elle dormait profondément, une mèche de cheveux en travers du visage. Je me suis levé doucement, et attrapé la clé accrochée au mur, et j'ai ouvert la porte. Mais en ouvrant j'ai compris que quelque chose clochait. Le couloir n'était plus là. À sa place, un vide. Un noir total, profond, insondable. Un noir qui avalait la lumière de la chambre derrière moi. Devant moi, rien, juste cette obscurité vivante, pesante. La porte de notre chambre, elle, semblait flotter dans ce néant. Suspendue dans le vide. Je suis resté figé sur le seuil. J'ai cligné des yeux, tenté de comprendre. Ma main disparaissait dans l'ombre, comme avalée par quelque chose de plus grand que moi. Puis, j'ai vu une forme. Au début, ce n'était qu'une tache floue, indistincte. Mais elle s'est rapprochée, lentement, inexorablement. Une tête humaine. Flottant seule dans ce noir, privée de corps, dérivant comme une bouée dans une mer sans fin. Ses traits se sont précisés à mesure qu'elle approchait. Une peau pâle, presque cireuse. Des yeux exorbités, vides, mais avides. La bouche entr'ouverte, comme sur le point de parler. Ou de crier. Mon cœur s'est mis à cogner fort. J'ai voulu reculer, mais mon corps refusait de bouger. Mes jambes étaient lourdes, comme cimentées au sol.
Mes doigts tremblaient. Mes yeux ne pouvaient se détacher de ce visage qui approchait. La tête s'est arrêtée à quelques centimètres de moi. J'aurais pu tendre la main et la toucher. Ses yeux me fixaient, et dans ce regard, il n'y avait rien d'humain. Puis, sans prévenir, elle a ouvert la bouche et un cri a jailli. Un cri strident. Pas un simple son, non, un cri qui vibrait dans l'air, qui traversait ma chair, qui m'a transpercé les tympans jusqu'à me faire hurler de douleur. C'était comme si le son résonnait directement dans mon crâne, comme si chaque note venait frapper mon âme. J'ai trouvé la force de me dégager. J'ai reculé d'un bond, j'ai attrapé la poignée, j'ai claqué la porte derrière moi. Mon souffle était court, mon corps en sueur. Je me suis effondré contre le lit, incapable de retenir mes larmes. Ma copine s'est réveillée en sursaut. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as » Je n'ai réussi qu'à lever la main vers la porte. Ma voix était rauque, brisée. « Sors, sors par la fenêtre. » Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts. « Quoi ?» Elle a voulu vérifier évidemment. Elle est allée ouvrir la porte. Le couloir était là. Avec la petite lumière de nuit, les murs jaunes, la moquette usée. Rien d'anormal. Elle m'a regardé, mi-inquiète, mi-incrédule. Il n'y a rien. Je n'ai pas pu lui dire plus cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. J'ai passé le reste des heures assis sur le lit, les yeux rivés sur la porte. Le lendemain, je l'ai suppliée de changer d'hôtel. Elle a fini par accepter, même si elle continuait à penser que j'avais cauchemardé. Mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. Mais je sais que cette nuit-là j'ai entrevu quelque chose, une autre réalité ou une fissure dans notre monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.